Donc, comme je le disais, en direct de Québec, par cette petite journée pluvieuse, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Laval de manière virtuelle. Mais quand même, c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'information que vous cherchez. Mon nom est Vincent Goulet, je suis professeur à l'École d'actuariat de l'Université Laval et directeur du programme de premier cycle. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter, donner un petit peu plus d'informations sur les études en actuariat et en particulier dans le baccalauréat en actuariat. Je suis accompagné pour cette présentation par Flavie Dubé, que je vais d'emblée laisser se présenter. Bonjour à tous, mon nom est Flavie Dubé, je suis étudiante au baccalauréat en actuariat en deuxième année. Donc, j'ai effectué une année d'études les 2 sessions dernières, puis je commence ma deuxième année. Et je suis aussi auxiliaire de cours dans le cours de Vincent, programmation en R. Merci Flavie. Donc, Flavie va pouvoir intervenir ici et là pour préciser parfois ma pensée. Puis, je lui ai confié également de vous parler, parce qu'elle est mieux placée que moi pour le faire, de la vie étudiante en actuariat. Vous pouvez, au besoin, poser vos questions durant la présentation, mais que ce soit via la plateforme de discussion dans Zoom ou en levant votre main. C'est possible de lever la main également. Mais on va laisser quand même une période de questions à la fin. Puis, on répondra le temps que ça prendra. Okay? Donc, si je me fie là, il y avait une autre webconférence ce matin, puis on a dépassé pas mal l'heure pour prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Le baccalauréat en actuariat de l'Université Laval est un des rares programmes de l'université qui réussit à attirer des étudiants de Montréal et même au-delà. Par au-delà, je veux dire vers l'ouest, vu de Québec. Et l'une des raisons, c'est la popularité et la réputation du... Est-ce qu'on voit mes diapos, Flavie? Oui, c'est bon. La popularité et la réputation de l'école d'actuariat dans la formation des actuaires. L'école d'actuariat est un modèle à peu près unique au monde où on a un département universitaire entièrement consacré à la formation et à la recherche en sciences actuarielles. Dans la plupart des autres universités, et en particulier dans les universités québécoises, l'actuariat est un programme à l'intérieur du département de mathématiques et statistiques. Ce sont parfois des baccalauréats qui portent le nom de baccalauréat en actuariat, mais à certains endroits, ce sont des baccalauréats en mathématiques avec des options ou des spécialisations en actuariat. Ce que ça fait comme différence, c'est que nous sommes entièrement maîtres de nos programmes. On n'a pas de notion de tronc commun de nos programmes avec les autres programmes de mathématiques et de statistiques, ce qui fait qu'on a les coups des franges pour concevoir nos programmes vraiment de manière à être très, très spécialisés pour les besoins des gens qui veulent travailler en actuariat. Donc, on offre des programmes aux 3 cycles, donc bac, maîtrise, doctorat. Il y en a peut-être parmi vous qui êtes intéressés en particulier à la maîtrise, mais on pourra en discuter plus tard si c'est votre cas. Mais je vous dirais qu'on va vraiment axer la présentation d'aujourd'hui sur le baccalauréat. Le bac en actuariat, ou en tout cas la formation d'actuaire, ça remonte à plus de 60 ans à l'Université Laval. Donc, on a une grande expérience dans le domaine. En fait, c'est le plus vieux programme d'enseignement de l'actuariat au Canada, après le Manitoba. Imaginez-vous donc. Pourquoi est-ce qu'on a un si vieux et important programme de formation d'actuaire au Canada? À Québec, à l'Université Laval? Bien, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs d'actuaires dans la région de Québec. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance ainsi que d'organismes gouvernementaux qui emploient des actuaires donc, dans la région de Québec. On va en reparler tout à l'heure. L'école d'actuariat de l'Université Laval a été le premier Center of Actuarial Excellence, donc centre d'excellence en actuariat, reconnu par la Society of Actuaries, un des grands organismes d'actuaires aux États-Unis, le premier reconnu au Québec.
Et ce, c'est parce que notre programme satisfaisait déjà d'emblée tous les critères du programme de Centre d'excellence en actuariat. Donc, c'est juste pour montrer qu'on a toujours eu un programme qui était très, très, très aligné sur les exigences des organismes professionnels d'actuaires. Notre programme est également reconnu par l'Institut canadien des actuaires et vous allez voir tout à l'heure, on va en reparler parce que ça joue un rôle extrêmement important donc pour former les actuaires au Canada. Lors des portes ouvertes en actuariat, généralement, ça fait plusieurs fois là, que j'en fais, que ce soit en présentiel ou à distance. Alors que dans d'autres programmes, les gens viennent chercher de l'information sur le programme, comparer, magasiner entre deux, trois programmes différents ou choses comme ça. Nous, les questions sont vraiment de deux types principaux. Un, c'est quoi un actuaire? Ça vient des étudiants qui se sont fait dire parfois t'es bon en maths, tu devrais peut-être aller en actuariat. Donc, ça vient soit des étudiants, soit de leurs parents qui se demandent, ma foi, mon fils, ma fille veut aller étudier en actuariat, puis je ne sais pas c'est quoi cette chose-là. Donc, c'est quoi un actuaire avec un petit peu d'inquiétude dans la voix? Il y a peut-être parmi vous, justement, de ces parents qui se demandent un peu c'est quoi un actuaire. Deuxième question principale, il paraît qu'il y a des examens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient actuaire? Et on a entendu parler qu'il y avait des systèmes d'examen professionnels puis que c'était là. Je ne parlerai pas aujourd'hui beaucoup du premier volet de c'est quoi un actuaire. La raison principale, c'est que sur la chaîne YouTube de la Faculté des sciences et de génie, il y a déjà une vidéo que j'ai préparée l'année dernière qui est consacrée à peu près exclusivement à ça, expliquer en à peu près une dizaine de minutes qu'est-ce que fait un actuaire. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de la visionner. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Je crois que ça explique quand même, avec un exemple très, très, très simple, c'est quoi le genre de problème que peuvent régler les actuaires. En un mot, j'aime bien dire, ou en une expression peut-être, j'aime bien expliquer que les actuaires, ce sont un peu les ingénieurs de l'assurance. Si vous voulez en savoir un petit peu plus long, comme je vous disais, vous pouvez aller voir la petite vidéo sur la chaîne YouTube de la faculté. Mais on va quand même parler un peu de comment est-ce qu'on devient actuaire. Ça, je vais en parler un petit peu plus longuement dans un instant. Mais cela dit, sans revenir en détail sur ce que fait un actuaire au juste, parlons quand même un peu de la profession d'actuaire. Est-ce que c'est une bonne profession? Parce que ce n'est pas une profession qui est très, très, très connue dans le public en général. Pourtant, dans les classements de professions qui sont effectués notamment aux États-Unis par différentes organisations, la profession d'actuaire se classe systématiquement, année après année, parmi les toutes meilleures professions, souvent dans le top 3, top 5, même très souvent comme étant la meilleure profession, quand on tient compte d'un ensemble de facteurs, les perspectives de carrière, les perspectives salariales, l'environnement de travail, la nature des défis, les possibilités de progression à l'intérieur de la carrière. Quand on tient compte de tous ces genres de choses, les avantages sociaux, tous ces genres de choses-là, la profession d'actuaire se classe régulièrement parmi les meilleures professions que l'on puisse choisir. Le taux de placement en actuariat est, à toute fin pratique, à peu près 100 Dans les faits, il n'est pas de 100 parce qu'il y a toujours des gens qui décident soit de ne pas poursuivre une carrière en actuariat ou qui veulent bifurquer vers autre chose, qui veulent aller aux études supérieures, toutes sortes de raisons qui font qu'on n'a jamais 100 de nos finissants qui obtiennent un emploi dans le domaine. Mais ça, c'est un peu comme le chômage. Hein. Aujourd'hui, on dit qu'on est en pénurie d'emplois partout, et pourtant, le chômage, il n'est pas à zéro. Il y a toujours une espèce de nombre là, incompressible de gens, soit qui cherchent un emploi ou qui ne se placent pas en actuariat. Cela dit, parmi les étudiants qui se cherchent un emploi au terme de leurs études en actuariat, le taux de placement demeure pour l'essentiel autour de 100 et ce depuis plusieurs années. Les actuaires ont la chance, si on veut, d'aller dans un domaine dans lequel
ou dans une industrie en particulier, qui est très stable dans le temps. Puis c'est une vertu, hein? On va y revenir dans un instant, mais les actuaires travaillent beaucoup dans les compagnies d'assurance. Puis si vous avez une police d'assurance, que ce soit une police d'assurance vie ou une police d'assurance automobile, habitation, vous vous attendez à ce que la compagnie soit là quand vous allez en avoir besoin. Alors, donc, les actuaires évoluent dans des industries qui sont assez stables et donc l'emploi dans le domaine est également assez stable. Également, les perspectives de développement de carrière sont excellentes, surtout chez les membres fellows de l'Institut canadien des actuaires. Un membre fellow, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est une personne qui a terminé, disons, on va simplifier comme ça en disant qui a terminé tous ses examens d'actuaire, qui a obtenu son titre professionnel d'actuaire au Canada. J'ai coutume de dire qu'une fellow en actuariat peut faire ce qu'elle veut dans la vie. Les perspectives d'emploi sont à peu près illimitées, que ce soit de changer d'employeur, d'aller travailler ailleurs dans le monde, d'occuper différents postes à l'intérieur d'une organisation. Ce sont vraiment des emplois très prestigieux, très recherchés et relativement rares quand même. Pas les emplois, mais les personnes qui détiennent le titre. Alors, on est vraiment dans un domaine où la demande est supérieure à l'offre de fellow de l'Institut canadien des actuaires. Dans les compagnies d'assurance, si vous regardez, très souvent, les présidents ou les gens à la tête des compagnies d'assurance, soit les présidents, les premiers vice-présidents, ce genre de choses-là. Donc, les hauts dirigeants des compagnies d'assurance, en général, sont des actuaires. Je vais prendre deux exemples. Intact, la plus grande compagnie d'assurance au Canada, son président, Charles Brindamour, c'est un actuaire. La nouvelle compagnie Beneva là, qui naît de la fusion de SSQ et de la Capitale. Vous avez peut-être vu la publicité à la télé où on dit qu'on vous présente son président. C'est effectivement le président de la compagnie qu'on présente là. C'est un actuaire également. Et très souvent, les plus proches collaborateurs de ces personnes-là sont également des actuaires. J'y ai déjà fait un petit peu allusion. J'ai parlé à quelques reprises de compagnies d'assurance. Quels sont les principaux employeurs des compagnies d'assurance, pas des compagnies d'assurance, mais les principaux employeurs des actuaires plutôt? Bien évidemment, bon, les actuaires, ce sont des spécialistes de l'évaluation et de la quantification des risques. Donc, essayer de prévoir des événements futurs ou des événements incertains et surtout leurs conséquences financières. Il y a toujours un élément de conséquences financières liées au métier d'actuaire. Et la spécialisation des actuaires, ce sont surtout dans les opérations d'assurance. Assurance au sens très, très large. J'inclus également les régimes de retraite, par exemple, l'assurance vie, l'assurance générale. Donc, les principaux employeurs des actuaires, ce sont d'abord et avant tout les compagnies d'assurance. Comme je le disais tout à l'heure, on est chanceux dans la région de Québec. Il y a 11 sièges sociaux de compagnies d'assurance. Donc, ça, ce sont tous des employeurs potentiels pour nos étudiants, soit pour des stages ou pour des emplois au terme des études. Le deuxième type d'employeurs, ce sont les organismes gouvernementaux, donc les organismes gouvernementaux qui gèrent des programmes d'assurance étatiques. Vous pouvez penser à Retraite Québec ou la Régie des rentes, selon son ancien nom, qui gère les programmes de retraite des employés du gouvernement du Québec. Vous avez la Société d'assurance automobile du Québec, la Régie d'assurance maladie du Québec, l'Autorité des marchés financiers. Enfin, il y a plusieurs organismes gouvernementaux qui gèrent ou qui sont impliqués dans la gestion des programmes d'assurance publics ou privés au Québec et qui sont installés également majoritairement dans la région de Québec. L'autre grand type d'employeurs d'actuaires, ce sont des firmes de consultants en actuariat, particulièrement ou principalement en assurance, en régime de retraite, pardon.
Je vais vous donner des exemples. Vous savez probablement déjà que les grandes organisations, les grandes compagnies ont tendance souvent doivent engager des comptables, des firmes comptables pour faire l'évaluation de leurs états financiers. Donc, pour compléter ou signer leurs états financiers en fin d'année. Bien, de la même façon, certaines grandes organisations ont des régimes de retraite privés au sein de l'organisation. Et ces compagnies-là, donc, n'ont pas nécessairement d'actuaires à demeure pour gérer le régime de retraite, mais donc, ils vont engager des firmes de consultants pour venir faire l'évaluation de leur régime de retraite au terme de l'année financière. C'est un exemple d'emploi qu'occupent des actuaires dans des firmes de consultants. Ce n'est pas le seul, mais c'est un exemple. Là, j'ai parlé beaucoup de la région de Québec comme bassin d'employeurs, bassin d'emploi pour les actuaires, parce que j'ai parlé des sièges sociaux de compagnies d'assurance qui sont dans la région de Québec, des organismes gouvernementaux. Il y a des firmes de consultants également dans la région de Québec, mais l'autre endroit principal là, où on engage des actuaires au Québec, ça va être à Montréal, où on retrouve aussi des compagnies d'assurance, donc des emplois dans les compagnies d'assurance, dans les organismes gouvernementaux, mais aussi vraiment davantage chez les firmes de consultants. Ça, c'est un élément que je peux mentionner. C'est certain que si vous vous intéressez à un emploi en actuariat, il faut que vous attendiez à travailler dans les grands centres. Les emplois en actuariat, c'est vraiment, vraiment concentré au Québec, là, à Québec, à Montréal, un petit peu à Saint-Hyacinthe. Ça peut sembler curieux, mais c'est que la compagnie Intact dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est née d'une compagnie d'assurance qui s'appelait le Groupe Commerce, dont le siège social est encore et toujours à Saint-Hyacinthe. Ailleurs au Canada, ben, c'est la même tendance. Là. On retrouve des emplois d'actuaires principalement dans les grands centres comme Toronto, Calgary, Vancouver, principalement. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la profession. Puis je vous ai dit tout à l'heure que l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est ouais, mais comment au juste est-ce qu'on devient actuaire? J'ai entendu dire qu'il y avait des examens ou que c'était compliqué ou que c'était long. Première chose, c'est bon de savoir que le terme actuaire, au sens de la loi au Canada, c'est défini comme étant un fellow de l'Institut canadien des actuaires. Comment est-ce qu'on devient actuaire au sens de la loi? Donc, il faut devenir fellow de l'Institut canadien des actuaires. Et comment est-ce qu'on obtient ce titre de fellow-là? Bien, il y a des exigences de formation qui sont données par l'ordre professionnel. Et ces exigences de formation sont de deux grands ordres principaux. Une éducation universitaire et des examens professionnels. Et le volet d'éducation universitaire vient de changer de manière extrêmement importante cette année, en septembre dernier. Depuis septembre, le modèle de formation des actuaires au Canada a, je veux dire, c'est un tremblement de terre, un énorme changement. Dans le passé, les actuaires devaient passer une série de, pour simplifier, 10 examens. Ces examens, les 3-4 premiers examens, étaient faits durant les études universitaires. Et l'Institut canadien des actuaires ne jugeait pas utile ou nécessaire de créer des nouveaux examens pour le Canada. Et donc, nos étudiants, les étudiants en actuariat, écrivaient des examens des sociétés américaines. Cette année, l'Institut canadien a décidé de faire cavalier seul maintenant et de ne plus dépendre des organismes américains. Et ils n'ont pas fait ça pour créer leurs propres examens, mais pour changer complètement le modèle de formation initiale des actuaires. Et maintenant, la formation initiale, jusqu'à ce qu'on appelle le titre d'associé de l'Institut canadien des actuaires, ce n'est plus basé sur des examens professionnels, mais plutôt sur la réussite d'un programme de baccalauréat universitaire, donc agréé ou approuvé par l'Institut canadien des actuaires. Donc maintenant, pour devenir associé de l'Institut canadien, il faut réussir un baccalauréat en actuariat approuvé ou agréé. Si je vous en parle, c'est évidemment parce que notre programme à l'Université Laval, il est agréé par l'Institut canadien des actuaires et je vous dirais qu'on est même
On fait même partie des leaders et des chefs de file dans l'accréditation des programmes universitaires par l'ICA. Nous sommes un partenaire important et privilégié de l'ICA à ce titre. Une fois le bac réussi, les candidats au titre d'associé de l'Institut canadien des actuaires doivent ensuite passer pas 3, pas 4, pas 5, mais un examen synthèse, ou en anglais, ils utilisent le terme capstone exam, donc qui fait la synthèse des différents éléments que vous avez appris durant le baccalauréat. Ce n'est pas très différent de ce qui se fait dans plein d'autres professions libérales, là. Pensez aux comptables, ils doivent faire un examen également de l'ordre des comptables afin d'obtenir leur titre de CPA. Les avocats doivent faire le barreau, mais bon, il y a un élément d'étude additionnel vraiment dans le barreau qu'on va peut-être un petit peu moins retrouver chez les actuaires, mais à ce titre-là, les actuaires ne sont plus très différents de ce qui se fait dans plein d'autres professions qui sont régies par un ordre professionnel. Donc, vous devez faire un examen de synthèse ainsi que certains modules professionnels et au terme de ça, vous pouvez obtenir le titre d'associé de l'Institut canadien des actuaires. Vous commencez à travailler. Puis en réalité, là, je vous le donne dans cet ordre-là, mais le droit de commencer à travailler en actuariat ne viendra pas avec le fait d'avoir ou non réussi son examen synthèse. Puis la plupart de nos étudiants, on va s'attendre à ce qu'ils commencent à travailler dès l'obtention de leur baccalauréat et sans nécessairement avoir déjà complété leur examen synthèse. Vous pouvez commencer à travailler. Une fois qu'on obtient le titre d'associé, pour poursuivre notre formation et éventuellement obtenir le titre de fellow, là, il y a encore des examens professionnels qui vont être demandés par l'Institut canadien des actuaires. Et ces examens, vous pouvez les compléter tout en travaillant. Puis, c'est complètement intégré dans le fonctionnement de la profession d'actuaire au Canada, le fait d'être en train de faire des examens professionnels. Votre employeur le sait que vous êtes en train de faire des examens. Il va vous payer votre inscription aux examens. C'est quand même quelque chose. Dans les examens avancés, on parle de 1 000 $ l'examen. Donc, il va vous payer l'inscription à l'examen. Il va vous donner du temps payé, des congés payés pour aller étudier, quelque chose comme 2 semaines de temps d'études avant les examens pour aller vous préparer pour réussir cet examen. Et si vous réussissez votre examen, va vous donner une augmentation de salaire quand même substantielle. Tout ça, c'est prévu comme ça. La profession est organisée de cette manière-là. Flavie, est-ce que tu permets que je réutilise ce que tu as dit tout à l'heure? Non, tiens, je vais te la laisser. C'est une bonne intervention que tu as faite ce matin. Alors, je te la laisse. Okay. Aussi, dans le fond, les compagnies, bien qu'ils nous soutiennent financièrement dans le cheminement post-universitaire vers le titre de fellow, ils nous soutiennent aussi dans l'étude. Donc, soit que ce soit avec nos pairs de travail qui ont déjà fait des examens, qui nous aident, qui nous donnent des petits trucs à comment étudier tout ça. Puis la compagnie aussi, souvent, fournissent du matériel d'études ou des sites, puis tout ça. Donc, ils nous soutiennent. On n'est pas laissé à nous-mêmes dans l'étude de ces examens-là. Là, quand on travaille dans une compagnie, ils ne font pas juste nous payer, puis on s'arrange avec ça pour étudier. Là. Il y a un soutien de plus qui vient avec ça. Oui, merci Flavie. C'est ça, c'est que c'est la réalité de tous les gens qui travaillent en actuariat. Donc, à un moment donné, c'est le milieu dans lequel on baigne. Les gens autour de nous font des examens professionnels. Donc, il y a un système d'entraide qui se met en place à s'aider à étudier, se fournir du matériel d'études. Ceux qui sont passés avant vont peut-être aider ceux qui suivent à donner des trucs de comment se préparer, comment étudier. C'est vraiment partie intégrante de la profession. Si vous avez d'autres questions sur ce volet-là, on pourra y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous pourrez poser vos questions. Je n'entre pas plus en détail dans le système d'examen ou le nouveau système de formation des actuaires parce que, de un, c'est extrêmement nouveau. De deux, c'est l'information plus détaillée là-dessus. Là,
on la donne vraiment aux étudiants lorsqu'ils entrent dans le programme. D'ailleurs, la séance d'information pour les nouveaux là, de cette année, c'est justement la semaine prochaine, là, où on prend le temps de bien expliquer ces choses-là parce qu'il y a toujours beaucoup de points d'interrogation qui subsistent. Alors, on s'assure toujours de donner la bonne information à nos étudiants à l'arrivée dans le programme. Un petit mot aussi sur, je crois, certains éléments de la vie ou des études en actuariat à l'Université Laval qu'on est certainement intéressant puis qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Premièrement, il y a la possibilité de faire des stages. Ça, c'est une autre question qu'on a souvent. Est-ce qu'il y a des stages en actuariat? Bon, à l'Université Laval, nous n'avons pas un programme coop en tant que tel. Cela dit, vous avez quand même la possibilité, on a un programme de stage qui vous permet de faire 1 à 4 stages rémunérés durant vos études. Dans les faits, il n'y a personne en actuariat qui fait 4 stages parce que ça voudrait dire qu'il faudrait étirer ses études très longtemps. En général, les étudiants font 1 à 2 stages durant leurs études. Mais le service de placement organise pour les étudiants en actuariat une journée carrière exclusivement réservée aux étudiants en actuariat. Puis ça, ce qu'il faut voir surtout là-dedans, c'est comment est-ce que les employeurs se battent pour venir engager nos étudiants. Je vous explique en 2 mots à quoi ça ressemble, là, obtenir des stages en actuariat, puis je sais que Flavie va pouvoir vous faire part de sa propre expérience. En septembre, à peu près à la 3e semaine de septembre, la journée carrière se tient déjà. Les employeurs viennent dès le mois de septembre rencontrer nos étudiants, faire des entrevues et offrir des stages pour l'été qui suit. Donc, en septembre dernier, les employeurs sont venus engager des étudiants pour l'été 2022. Les étudiants qui décrochent ces stages-là, normalement, commencent leur 2e année. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'immense majorité des étudiants n'ont dans les faits complété qu'une seule année de leur bac en actuariat avant de décrocher un premier emploi dans le domaine et qui, assez souvent, débouchent sur un emploi, une offre d'emploi au terme de leur baccalauréat. Donc, je crois que vous voyez qu'il y a des conditions extrêmement favorables pour nos étudiants en matière de stage. Il y a également des possibilités d'avoir des stages de première année, c'est-à-dire des étudiants donc, qui sont engagés à l'hiver. Donc, après avoir fait une seule session complète dans le bac, qui sont engagés pour avoir un stage dès après leur première année, donc entre la première et la 2e année du baccalauréat. Et ça, c'est le cas de Flavie. Donc, comme Vincent l'a dit, OK, oui, c'est bon. Donc, Vincent, comme il vient de dire, dans le fond, je suis rentrée à l'automne 2020 au baccalauréat. J'ai fait une session. Je comprenais à peine qu'est-ce que je commençais à faire, tout ça. Puis déjà, on m'a dit, ben il y a une séance de recrutement. Tu pourrais avoir un stage cet été si ça tente. Puis j'ai fait les démarches puis tout. Puis déjà, à l'été qui vient de passer, dans le fond, j'ai eu un stage. Puis pendant mon stage, ça faisait même pas 3 semaines que j'avais commencé. Puis il commençait déjà à me parler de temps partiel à l'automne, puis à l'hiver, plus peut-être un autre stage dans une autre équipe ou une autre division de la compagnie pour le stage de l'été qui s'en vient. Donc, le recrutement est assez agressif, si je pourrais dire, là, avec les étudiants. Là. Donc, ils viennent nous chercher le plus tôt qu'ils peuvent, puis ils viennent nous chercher à ces moments-là, puis c'est juste parce que le service de placement ne permet pas de le faire plus tôt. Sinon, je pense qu'on serait déjà au cégep, puis ils viendraient, ils viendraient essayer de nous chercher. Là. Oui, puis la chance que l'on a à l'Université Laval, c'est que, je vous l'ai dit, on a quand même un gros programme très ancien. Ça fait en sorte que la majorité des actuaires qui travaillent au Québec
ils ont été formés à l'Université Laval et donc ils se tournent tout naturellement vers leur alma mater lorsque vient le temps de faire du recrutement. Je ne dis pas que les étudiants des autres universités ne se trouvent pas de stage, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça, mais on bénéficie certainement d'un biais favorable. Également, ce n'est pas inintéressant de savoir que ce ne sont pas uniquement des compagnies qui sont établies au Québec qui viennent offrir des stages. Donc, à chaque année, il y a des stages qui sont disponibles principalement à Toronto ou à New York ou ailleurs, comme ça. Donc, ça démontre quand même l'importance puis la valeur qui est attribuée aux étudiants de l'Université Laval en actuariat. Une autre belle opportunité que l'Université Laval offre à ses étudiants, c'est ce qu'on appelle le profil international. C'est la possibilité de faire jusqu'à 2 sessions d'études dans une université à l'étranger, mais tout en demeurant inscrit à l'Université Laval. Ça veut dire, par exemple, que vous pouvez aller étudier 2 sessions, disons, à l'Université de Louvain en Belgique, qui a un excellent programme d'actuariat, et puis, ce que ça vous aura demandé comme travail, c'est à peu de choses près, écrire une lettre de motivation, de dire pourquoi vous voulez faire ça, puis prendre une photocopie de votre passeport, et puis déposer ça, puis suivre quelques petites formations, puis peut-être la chose la plus difficile, réussir à vous trouver une résidence étudiante à Louvain, et c'est tout. L'Université Laval s'occupe d'à peu près tout le reste. Vous vous inscrivez à l'Université Laval comme si de rien n'était, et on va même vous donner une bourse automatiquement pour aller étudier à l'étranger. Alors, je crois que c'est vraiment une très, très belle opportunité qu'offre l'Université Laval à ses étudiants. Et moi, j'encourage vraiment le maximum d'étudiants à profiter de ce programme-là. La photo que vous voyez en bas à droite sur les diapositives, ce n'est pas une photo stock, c'est vraiment un de nos étudiants, Philippe Comeau, qui, il y a quelques années, est allé faire une session à l'étranger à Oslo, en Norvège. À quel moment dans votre vie vous risquez d'avoir la chance d'aller vivre 3-4 mois à Oslo? Ce n'est pas le genre de choses évidentes à placer à l'intérieur de soit de ses études ou de sa carrière professionnelle. Alors, c'est ce que le profil international vous offre comme possibilité incroyable. Puis il n'est pas mauvais de savoir également qu'on a quand même beaucoup de donateurs. On est chanceux là, en actuariat, on a beaucoup de donateurs, beaucoup de diplômés qui ont les moyens de redonner de l'argent à leur alma mater et qui le font avec plaisir. Et donc, on a plusieurs bourses d'excellence qui sont offertes exclusivement aux étudiants en actuariat. Nos étudiants remportent déjà une proportion intéressante, je dirais, des bourses qui sont offertes à la grandeur de l'université, donc pour tous les étudiants de l'université. Mais il y a également des bourses qui s'adressent exclusivement aux étudiants en actuariat. Donc, quand même quelque chose d'intéressant. Un petit mot également sur les approches pédagogiques. Chose importante à savoir, l'Université Laval, c'est une grande université de recherche au Canada. Elle fait partie des plus grandes universités de recherche au Canada. Mais c'est quand même une université qui se fait un point d'honneur d'offrir de l'enseignement de qualité. C'est-à-dire que l'enseignement est extrêmement valorisé à l'Université Laval. Et comme professeur, j'ai beaucoup d'appui qui m'est offert. On m'encourage à développer des méthodes pédagogiques novatrices, différentes, et puis on me supporte là-dedans. Et ça fait quelque chose de différent également. Ça a un effet au quotidien. Donc, on offre des cours qui ont des formules pédagogiques variées, novatrices. Puis je vous dirais que ça, là, on a donné un sérieux coup d'accélérateur, évidemment, au cours des presque 2 dernières années, là, depuis mars 2020. L'Université Laval a pu très, très, très facilement s'adapter à la formation à distance lorsque la pandémie a frappé, parce que nous étions déjà bien équipés et bien formés pour le faire. Je crois que là-dessus, là, on se compare très, très, très avantageusement aux autres universités sur la capacité d'offrir des cours dans des modalités variées et différentes.
On a un environnement numérique d'apprentissage qui est propre à l'Université Laval, qui est vraiment très, très, très bien fait et probablement bien meilleur que ce que vous avez pu connaître au Cégep. Je crois que dans les collèges, c'est encore beaucoup des systèmes comme Moodle ou comment il s'appelle l'autre système qui est beaucoup utilisé dans les Cégeps? Flavie, peux-tu m'aider? Omnivox. C'est ça? Je crois qu'on a un système à l'Université Laval qui se compare avantageusement à tout ça. La photo qui est là, encore une fois, ce n'est pas une photo stock, là. C'est une photo qui a véritablement été prise dans une salle d'enseignement collaboratif à la Faculté des sciences et de génie au pavillon Pouliot. Et c'est une salle que j'utilise justement dans un cours, dans un de mes cours à l'hiver. Flavie n'a pas pu le connaître, elle, l'année dernière, puisque les cours se donnaient à distance. Mais cette année, les cours se donnent en présentiel et on utilise ce genre de salle collaborative. J'ai sauté par-dessus la première puce parce qu'en partie, elle est en partie obsolète. Là, quand je parle d'excellente préparation aux examens professionnels, on axe moins évidemment à cause des changements dont j'ai parlé tout à l'heure sur les examens professionnels. Mais néanmoins, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, notre programme reste vraiment, on est en dialogue constant avec l'Institut canadien des actuaires et on s'assure toujours d'avoir des cours qui satisfont à un maximum des objectifs de formation de l'Institut canadien des actuaires. Et nos étudiants ont toujours très, très, très bien performé dans les examens professionnels dans le passé et on s'attend à ce que ça demeure le cas dans le futur également. On arrive à la sur la vie étudiante et je vais passer la parole à Flavie. Donc, pour ce bloc, bien évidemment, c'est moi mieux placé que Vincent pour parler de la vie étudiante. Malheureusement, moi, en ayant commencé à distance, je n'ai pas pu vivre la vie étudiante d'un étudiant typique en actuariat à 100%. Quoique l'association étudiante fait tout ce qu'elle pouvait pour rendre l'année qui s'est déroulée à distance le plus enrichissante possible. Donc, dès votre entrée au baccalauréat, dès votre première journée, mais même avant votre première journée, vous allez entendre parler de l'association étudiante qui est une association comme vraiment très forte qui a à cœur que ses étudiants, les étudiants du bac s'entraident, se connaissent, puis tout ça. Puis dans le fond, dès la première semaine du baccalauréat, il y a un paquet d'activités toutes différentes d'une année à l'autre, je crois. Là, mais pour connaître autant les étudiants de notre propre cohorte que les étudiants des cohortes qui ont précédé. Comme ça, on crée un lien fort entre notre cohorte, on est capable de s'entraider. Puis quand, entre notre cohorte, on n'est pas capable de s'entraider parce qu'on n'a pas la solution, on est capable, on a des repères envers des étudiants de cohortes passées, donc des étudiants qui ont déjà fait les cours, qui ont déjà réussi les examens, soit professionnels, peut-être un petit peu moins le cas à l'avenir, mais qui ont déjà passé par où on est en ce moment, puis on est capable de se référer à eux pour quand on a des questions, puis tout ça. Autre que juste l'initiation, puis l'intégration des nouveaux étudiants au baccalauréat, tout au long du parcours, l'association étudiante est là pour des activités soit de recrutement, donc il n'y a pas juste le service de placement qui fait des activités de recrutement, l'association étudiante fait aussi des activités de recrutement un peu plus décontractées, là, si je peux dire. Donc, moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ça. Je sais que les premières années, cette année, ont pu le faire, mais il y a eu, exemple, un tournoi de golf avec les étudiants de première année qui étaient jumelés avec des employeurs aussi. Donc, ça permet d'élargir notre réseau aussi. Puis sinon, une activité que moi j'aime bien, c'est il y a une ligne intra de hockey COSUM qui est organisée à tous les dimanches soirs. Dans le fond, il y a 8 équipes cette session-ci, puis on s'affronte contre nos pairs du bac où les équipes sont mélangées de tout niveau. Autant pour c'est une ligne mixte, donc il n'y a pas. C'est pour tout le monde. Puis pas besoin d'avoir un talent particulier au hockey pour être capable de jouer. Là, c'est vraiment pour avoir du fun, puis décompresser de la semaine qu'on vient de passer avec tous nos cours. Puis sinon,
à part cette activité-là qui se fait comme toutes les semaines, il y a beaucoup d'activités sociales là, quand les examens finissent, des grosses périodes intenses. Il y a souvent des activités qui sont organisées pour comme tout oublier ce qu'on vient de faire, puis juste prendre le temps d'être tout ensemble puis parler d'autres choses. Oui, merci Flavie. Elle est mieux placée que moi pour parler de la vie étudiante, mais là où je suis mieux placé qu'elle, c'est que moi, j'ai déjà travaillé dans une autre université où il y avait pas d'association étudiante, en fait. Puis je suis à même là, de voir vraiment l'énorme différence que ça fait. Euh, je vais vous donner un exemple très concret de différence que ça fait. À Laval, les étudiants, après 2 semaines dans le programme, ont déjà une bonne idée de c'est quoi un actuaire, comment est-ce que ça fonctionne les examens professionnels, où est-ce qu'on se procure de l'examen du matériel d'études. Ils ont déjà acheté leur calculatrice, la calculatrice officielle, parce que l'association étudiante s'est chargée de les commander pour eux. Et puis, leur a dit lors de la première journée, il faut que tu me donnes 20 $ pour la calculatrice. Pas besoin de se demander où est-ce que je l'achète, la calculatrice. L'association l'a fait pour moi. Donc, on a déjà une excellente compréhension de c'est quoi étudier en actuariat. Quand il n'y a pas d'association étudiante, comme on voit parfois dans d'autres universités, ben, cette espèce d'information qui vient des pairs, là, elle n'est pas là du tout. Puis, ça paraît. Les étudiants mettent beaucoup, beaucoup plus de temps à comprendre au juste dans quoi est-ce qu'ils sont embarqués, puis ont beaucoup plus de difficultés également à se créer un réseau de contacts et surtout un réseau d'entraide. Parce qu'il y a une chose qu'il faut vraiment bien percevoir là, des études en actuariat. Là, je parle surtout aux étudiants qui sont actuellement dans des programmes comme Sciences Nature, Sciences Santé, des programmes où il y a énormément de compétition et qu'il y a une course à la cote R. Donc, 2 choses. Un, l'actuariat, ce n'est pas un programme contingenté. Alors, la course à la cote R, elle n'est pas nécessaire pour entrer en actuariat. Deuxièmement, cette espèce de concurrence ou de course à la meilleure note en actuariat, ça n'existe pas. Oui, c'est un programme qui est exigeant. Okay? Ça attire des bons étudiants qui ont l'habitude de travailler fort et qui continuent à travailler fort et que nous, on continue à faire travailler fort également. On en a une part de responsabilité là-dedans. Mais donc, des gens qui aiment bien réussir, travailler fort, mais il n'y a pas de concurrence entre les étudiants. Je veux dire par là, il n'y a pas cette notion de moi, j'ai compris quelque chose, mais je ne t'expliquerai pas comment le faire parce que je veux pas pour éviter que tu aies une meilleure note que moi. Non, ça n'existe pas. Il y a énormément d'entraide à l'intérieur du programme. Je veux dire, les étudiants de deuxième, troisième année, ils mettent sur pied des sites dans lesquels ils mettent du matériel d'études qu'eux ont conçu lorsqu'ils faisaient les cours. Ça vous donne une idée là, du genre de choses qui existent en actuel. Donc, beaucoup, beaucoup de collaboration et d'entraide entre les étudiants. Et ça, je pense que c'est intéressant comme programme. Et je crois que là-dessus, on a un net avantage envers les autres universités. Puis si je peux ajouter aussi là-dessus, là, l'avantage qu'on a, c'est que les étudiants en actuariat, ce sont vraiment juste des étudiants qui vont devenir actuaires, contrairement à certaines places où la formation pour devenir actuaire, c'est comme plus un bac en mathématiques ou statistiques avec concentration actuariat. Donc, dès qu'on commence des bacs comme ça, les gens avec qui on travaille n'ont pas nécessairement le même objectif que nous. Donc, en étudiant avec des gens qui ont tous le même objectif puis qui ont la même vision des cours que nous, ça permet de mieux travailler, d'avoir des discussions aussi du futur ou des perspectives d'emploi intéressantes avec eux. Oui, très bien. Merci, Flavie. Je vais terminer avec une dernière diapositive qui vous invite à aller clavarder avec l'équipe de gestion des études jusqu'à 15h30 si vous avez des questions sur votre admission. Je ne suis pas la meilleure personne à qui poser ces questions-là. Moi, je m'occupe vraiment des étudiants une fois qu'ils sont entrés dans le programme, une fois qu'ils sont admis.
puis on prend bien soin de nos étudiants. Mais donc, si vous avez des questions plus précises, si vous demandez quels sont les cours qui sont exigibles pour rentrer en actuariat, l'information se trouve déjà sur le site web de l'université, mais vous pouvez aller poser des questions un petit peu plus spécifiques à l'équipe de la gestion des études jusqu'à 15h30. Mais en gros, là, le passeport immédiat pour entrer en actuariat, c'est assurément un DEC en sciences nature. Sciences nature, sciences santé, là, il y a ce qu'il faut pour entrer dans le programme. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais ouvrir la séance de questions dans un instant. Je voudrais peut-être juste ajouter une petite chose que je n'ai pas mis dans les diapositives, c'est le profil un petit peu des étudiants en actuariat. Qu'est-ce que ça prend ou quel est le genre de personne quel est le profil que ça prend finalement pour devenir actuaire? Évidemment, il faut aimer les mathématiques. Hein. Ça c'est un préalable. Parce que oui, c'est un programme dans lequel il y a beaucoup de mathématiques et beaucoup de mathématiques variées, donc appliquées à toutes sortes de domaines différents. Donc, il faut faire des maths, des probes, des stats, les mathématiques actuelles qui regroupent tout ça, des mathématiques financières. Donc, on est dans l'application des mathématiques dans différents domaines. Donc, il faut aimer les maths. Il faut rechercher également une des raisons pour lesquelles les gens viennent étudier parfois en actuariat plutôt qu'en mathématiques, par exemple, c'est qu'on recherche une profession appliquée. Donc, on veut étudier les mathématiques, mais on veut les appliquer à quelque chose de spécifique plutôt que de faire des maths pures ou faire des maths pour faire des maths. Je ne dis pas ça de manière péjorative, là. Ça peut être très bien de faire des maths pour faire des maths. Mais en général, en actuariat, les gens cherchent à appliquer ces mathématiques-là à quelque chose de concret. Il faut avoir un intérêt ou une ouverture, en tout cas, à étudier différentes disciplines également. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a les maths, il y a des maths en actuariat, mais l'actuariat, c'est une discipline qui est intrinsèquement multidisciplinaire. Et donc, à l'intérieur du bac, vous allez devoir faire des cours dans plusieurs disciplines différentes. Donc, oui, on a déjà mentionné des cours de maths au sens large. Vous allez avoir des cours d'informatique. Ça joue un rôle important. Il faut savoir programmer pour devenir actuaire. Vous allez avoir des cours de comptabilité, d'économie, de finance, d'éthique et de droit professionnel, de communication. Est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas. Là, c'est les principales disciplines. Et vous allez même avoir les possibilités d'aller chercher dans vos cours à option des cours dans d'autres disciplines connexes, celles qui vous plairont le plus. On va également vous offrir en troisième année de vous spécialiser dans certains secteurs de l'actuariat. Il y a différents domaines, sous-domaines à l'intérieur de l'actuariat, l'assurance vie, les assurances générales ou les assurances IARD, comme on dit, les régimes de retraite, la sécurité sociale, la finance. Vous aurez la possibilité de vous spécialiser dans différents domaines. Donc, il y a cet élément-là qui est important d'avoir un intérêt pour les mathématiques, un intérêt pour d'autres disciplines ou une ouverture. Des fois, on n'a pas nécessairement l'intérêt tout simplement parce qu'on ne le sait pas, si on aime ça ou si on ne connaît tout simplement pas, mais une ouverture à d'autres disciplines et aller apprendre des choses dans plusieurs domaines différents. Je veux juste aussi ajouter une petite précision sur une chose. La plus grande source de mauvais choix de programme qui implique l'actuariat, c'est des gens qui disent « Moi, j'aime les chiffres et j'hésite entre l'actuariat et une discipline comme la comptabilité, par exemple. » Il faut voir que les chiffres et les mathématiques, ce sont deux choses extrêmement différentes. En comptabilité, on ne fait pas de mathématiques. Oui, on joue avec les chiffres, on manipule des chiffres, mais on ne fait pas des maths. On fait un peu d'arithmétique. Je caricature, mais plus moins fois divisé, c'est à peu près ça qu'on utilise en comptabilité.
Il n'y a pas d'élément d'abstraction. En actuariat, on utilise les mathématiques avec lesquelles on développe des modèles abstraits pour essayer de décrire une réalité et ensuite on applique ces modèles-là pour obtenir des réponses, oui, des réponses financières. Mais on a dû utiliser un outil d'abstraction qui était les mathématiques. La comptabilité, c'est quelque chose d'extrêmement concret. On apprend un certain nombre de règles, on les applique et les chiffres vont à certains endroits dans le bilan, par exemple, d'une compagnie. Il n'y a pas d'élément d'abstraction vraiment, vraiment important en comptabilité. Je ne dis pas ça de manière péjorative non plus par rapport à la comptabilité. Je dis que c'est important de se connaître la différence entre les deux. Parce qu'à chaque année, il y a des gens qui entrent en actuariat en se disant « Ouais, j'aime les chiffres, je pense que j'aime les maths », mais finalement, qui réalisent qu'ils n'aiment pas véritablement faire cet exercice d'abstraction que requiert les mathématiques et qui s'orientent vers d'autres disciplines comme par exemple la comptabilité où ils et elles sont beaucoup plus heureuses et c'est tant mieux. Okay? Donc, je voulais quand même ajouter cette petite précision-là.